Deuxième jour de l'an et premier jeudi de l'année 2025. Je vous souhaite une très belle aventure 2025. Il est 7 heures à Bamako et on vous informe. Le journal Moussa Papa Aïdara. Au sommaire, afin de garantir le respect des normes écologiques et prévenir les impacts environnementaux, la délégation du ministère en charge de l'environnement continue sa descente sur le terrain. Elle était sur les sites d'exploitation minière dans les localités de Kouré-Malé et de Narena. Une mission de suivi qui porte déjà fruit. Reportage à suivre. L'AES au cœur de l'actualité au Burkina Faso, plus de 5 milliards de francs CFA investis dans les matériels médico-techniques pour renforcer le plateau sanitaire de plusieurs établissements hospitaliers. Une remise de matériel médical à Ouagadougou par le Premier ministre. Le chapitre judiciaire sera au rendez-vous, le phénomène de la corruption toujours à la barre. Malgré les engagements et les dispositions mises en place par l'État malien, on enregistre encore des milliards d'illégalités financières. Actualité hors de nos frontières au Zimbabwe, la peine de mort est désormais abolie. Le président Emerson Mnangagwa a promulgué une loi historique interdisant cette sanction pour tous les crimes avec effet immédiat. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 13 militaires sont condamnés à mort à Batumbo pour fuite devant l'ennemi lors de combats avec le M23. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que nous débutons par ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appris par voie de presse et avec une profonde stupeur les propos de M. Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Les propos du ministre algérien des Affaires étrangères illustrent la téneur du communiqué 64 du 25 janvier 2024 par lequel le gouvernement de transition dénonçait déjà la proximité et la complicité de l'Algérie avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert tout en contrôlant leur action criminelle contre les populations civiles maliennes et du Sahel. Visiblement, les succès indéniables des forces armées de sécurité du Mali ainsi que la pression exercée sur des groupes terroristes soutenus par l'Algérie ont du mal à passer chez certains responsables algériens, nostalgiques d'un passé révolu. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali exprime sa vive préoccupation suite à la persistance de certaines autorités algériennes à poursuivre les actes d'ingérence dans les affaires intérieures de la République du Mali, empreints de paternalisme et de condescendance et de mépris. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali à travers un membre du gouvernement algérien et rappelle que les options stratégiques pour la lutte contre les groupes armés terroristes soutenus du reste par des sponsors étatiques étrangers relèvent exclusivement de la souveraineté du Mali et des choix de la Confédération des États du Sahel. En la matière, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons de la part de l'Algérie qui a conduit dans un passé récent en toute souveraineté sa lutte contre le terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale invite l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, et à cesser de faire du Mali un levier de son positionnement international. Au regard de la sympathie non dissimulée des autorités algériennes à l'égard des groupes terroristes opérant au Mali et au Sahel, le ministère réitère la ferme opposition du Mali à toute forme d'implication de l'Algérie dans ses affaires intérieures et ne permettra à aucun acteur extérieur de mener une stratégie éculée de pompiers pyromanes. Le ministère réitère la détermination du Mali engagé avec le Burkina Faso et la République du Niger dans la Confédération AES à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Fait à Koulouba le 1er janvier 2025. Actualité sur un tout autre plan, suite de la mission de suivi
et contrôle du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les membres de la délégation ont visité plusieurs sites d'exploitation minière dans les localités de Kourimale et de Narina. Si certains exploitants se conforment au contenu des cahiers de charges, d'autres défient même les autorités. Le compte-rendu de cette journée avec Alousseni Touré et Sambou Diakité. À l'arrivée de la délégation à la mine 189 près de Kourémalé, les prestataires de l'exploitant étaient occupés à la construction d'un pont pour l'usage des villages environnants. Aussi, on pouvait voir que la partie exploitée par la société a été partiellement réhabilitée. Inspecteur général Kanouté Fatoumata Kone, directrice générale des eaux et forêts. L'entreprise en question, effectivement, était en infraction par rapport à certains aspects, notamment le défrichement. Je voulais taire le nom de l'entreprise. Le défrichement anarchique. Ensuite, il y avait les excavations qui n'étaient pas bouchées. L'entreprise a été transigée. Elle a payé la transaction. On a fait un protocole d'accord pour reboucher toutes les excavations qui existent ici et faire ensuite le reboisement compensatoire. Donc, on a trouvé effectivement que l'entreprise, après le paiement de la transaction, l'entreprise est en train de faire le rebouchage des excavations, comme vous constatez avec moi sur le terrain. Et à la fin de ce rebouchage-là, on va commencer le reboisement compensatoire et on va suivre avec l'entreprise du début jusqu'à la fin. Nyarga Dambélé, directeur général de l'assainissement, du contrôle de la pollution et des nuisances. La société détient un permis d'exploitation, un permis environnemental. Et en plus du permis environnemental, la société a eu à faire un audit environnemental assorti d'un cutis. Qu'à cela ne tienne, le ministère de l'Environnement doit quand même se rassurer de la mise en œuvre, en tout cas des exigences mentionnées dans le plan de gestion environnementale et sociale. Et nous constatons effectivement que la société a commencé quand même à prendre à bras le corps, en tout cas la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Non loin du 189, un autre site fraîchement abandonné par les exploitants, sûrement informés de l'arrivée de la délégation, qui ont choisi d'éviter la rencontre. Plus loin, mais toujours dans le même secteur, c'est une société d'origine asiatique qui exploite une superficie de 6 hectares. En raison des récriminations faites par les autorités, la dite société n'a pas voulu passer outre. Elle attend sagement la régularisation de sa situation. Un exemple à suivre donc dans cette jungle qui représente le monde de l'exploitation minière. Faisons à présent un flashback, c'est-à-dire on revient sur le processus de paix et de réconciliation courant 2024. D'abord, courant janvier, il est mis fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. À partir de cet instant, s'est ouvert le processus de dialogue direct et franc entre Maliens. Au terme du dialogue national, 302 recommandations ont été formulées. Cette appropriation du processus de paix et de réconciliation s'est appuyée sur les acquis déjà engagés au cours des éditions de la Semaine nationale de la réconciliation. Bemba Sibi nous en parle. 2024 est incontestablement un tournant majeur dans le processus de paix, de réconciliation et de cohésion nationale, avec la décision historique du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition de l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation dans son adresse à la nation. Nous sommes à l'orée de 2024. J'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Par ce choix, le président de la transition affirme avec force la volonté souveraine du Mali. Au problème malien, il faut des solutions maliennes pour éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette volonté politique au sommet de l'État est concrétisée le 26 janvier 2024 avec la diffusion du communiqué mettant fin à l'accord d'Alger. Dans la foulée, le ministre chargé de la paix et de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, tient une rencontre avec certains groupes signataires de l'accord d'Alger. Avec lui, il a été question de la poursuite du processus de paix après la fin de l'accord d'Alger et la lutte contre le terrorisme. La décision de mettre fin à l'accord veut dire tout simplement que le gouvernement a décidé de rendre le processus national. La fin de l'accord d'Alger ouvre la voie à la mise en place d'un cadre de dialogue direct et franc entre Maliens. Quelques jours après cette rencontre, un comité est mis en place à travers l'adoption du décret 2024-0062 PTRM du 2 février 2024 portant nomination des membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue intermalien, un dialogue inclusif, s'est tenu en plusieurs étapes, locales, régionales et nationales. Du
Du 13 au 15 avril 2024, la phase locale s'est tenue, puis la phase régionale les 20, 21 et 22 avril 2024. Les délégués des différentes régions et des représentations diplomatiques et consulaires se sont ensuite retrouvés à Bamako du 6 au 10 mai pour la phase nationale. Au menu des échanges, 5 thématiques: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. À l'issue des travaux, 302 recommandations ont été formulées et consignées dans un rapport remis au président de la transition. Des recommandations en vue de poser les jalons d'une paix et d'une réconciliation inclusive et un développement durable. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les résolutions et recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale feront l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition. Le choix de réappropriation du processus de paix et de réconciliation n'a entaché en rien les acquis engagés. Mieux, les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix ont été capitalisées, ceci en tirant les enseignements des défis qui subsistent. Et les défis se conjuguent au pluriel, de la reconfiguration géopolitique de la région ouest-africaine à la gestion des conséquences des changements climatiques, notamment les inondations. C'est dans ce contexte particulier que s'est tenue du 15 au 21 septembre 2024 la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation CNAR sous le thème Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. C'est dans cette même dynamique de préservation des acquis que la Cité des 333 Saints a abrité ce mois de décembre la 9e édition du Festival du Vivre Ensemble. Le Vivre Ensemble est un des maillons clés dans la promotion d'une cohésion sociale entre les filles et les fils du Mali. Général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le Vivre Ensemble, j'aimerais vous dire que ce n'est pas qu'un seul mot. C'est une action, c'est une activité, c'est un concept, c'est un choix et c'est un engagement. 2024 demeure une étape charnière de l'avancée de notre pays vers la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. L'année a été marquée également par l'exécution de plusieurs activités à travers les missions d'appui à la réconciliation sur l'ensemble du territoire national et le projet de résilience communautaire et des services inclusifs au Mali, Mali Denko. AES Actualité. Remise de matériel médical à Ouagadougou. C'est un important lot de matériel médico-technique dont des ambulances et des équipements de blocs opératoires remis aux structures sanitaires par le Premier ministre. Ils vont améliorer l'offre sanitaire et les conditions de travail des agents de santé au Burkina. Le coût du matériel reçu est d'environ 5 milliards 800 millions de francs CFA. Rufine Ouenemi d'Ipama de la radio du Burkina. Le matériel médico-technique est composé d'équipements de blocs opératoires, des chariots d'anesthésie pour endormir les patients, des tables opératoires, des respirateurs pour la réanimation, des listes électriques, des échographes portatifs. À cela s'ajoute de la logistique roulante, 10 ambulances, 39 pick-up et 625 motocyclettes. Ce lot de matériel médical vient concrétiser l'engagement du président du Faso à améliorer davantage l'offre sanitaire au Burkina, a laissé entendre le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est un lot de matériel qui est assez important. C'est un matériel qui a coûté près de 5 milliards 800 millions de francs CFA, dont 90% financés par le budget de l'État. Et tout cela devrait permettre véritablement de répondre à 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est la qualité de l'offre de soins aux citoyens burkinabés partout sur le territoire burkinabé. Et l'autre élément, c'est l'amélioration des conditions de travail de ces braves agents de santé qui, en dépit de toutes les difficultés, tous les jours, se battent dans un esprit de sacrifice pour que tous les Burkinabés puissent bénéficier de soins de santé de qualité. Les équipements médicaux reçus seront ventilés dans tous les centres hospitaliers, universitaires et régionaux du Burkina. Le CHR du Manga, par exemple, a reçu 3 pick-up, une ambulance et des motos. La directrice régionale de la santé du Centre-Sud, Dr Anata Dourou. Vraiment, on est très ému et très content d'avoir reçu tout ce lot de matériel. C'est vraiment un plus dans notre système de santé. Et quand on prend par exemple l'ambulance, c'est vraiment un ouf de soulagement
parce que ça va beaucoup contribuer à améliorer vraiment la qualité des soins, surtout au niveau des évacuations. Il y a eu aussi des motos, c'est pour les formations sanitaires, les CSPS, surtout pour la stratégie avancée en vaccination, pour soutenir les agents à base communautaire. Pour assurer une utilisation adéquate à longue durée du matériel, des pièces de rechange sont acquises et des agents ont été formés par des experts pour la maintenance, a indiqué le directeur général de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale du Burkina. L'administrateur délégué de la ville de Niamey, colonel Boubacar Soumana, a rencontré à Niamey les acteurs de la société civile, les leaders religieux et les leaders coutumiers de Niamey. Objectif, les entretenir sur la quintessence de l'entretien accordé par le chef de l'État, Abdraman Chani, à la radio-télévision du Niger. Compte rendu, Issouf Albadia de la radio du Niger. Il s'agit à travers cette rencontre entre l'administrateur délégué de la ville de Niamey et les acteurs de la société civile en présence des chefs religieux et coutumiers d'attirer l'attention et faire le bilan de l'interview exclusive du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, accordé à la RTN le 25 décembre dernier. Ainsi, le colonel Boubacar Soumana Garantier, administrateur délégué de la ville de Niamey, a décliné ce qui suit. Dans son interview, nous pouvons retenir les réalisations du CNSP, du gouvernement et du peuple. Il y a eu la dénonciation de la stratégie cynique de certaines puissances impérialistes avec la collaboration de nos concitoyens en cavale afin de faire parvenir dans le giron une stratégie menant à déstabiliser le pays, une tentative de diviser le pays à travers des campagnes médiatiques mensongères tentant à isoler notre pays à travers tout ce que vous savez. Ici, il est lieu de rappeler que nous devons rester unis, des peuples nigériens qui sont retournés contre leur propre pays. L'administrateur délégué a salué la résilience de nos populations dans divers domaines pour une souveraineté véritable. La toute première, il s'agit de l'inscription de notre pays dans une nouvelle trajectoire porteuse d'espoir. Le renvoi de notre pays des forces étrangères qui entravaient notre souveraineté. La dénonciation de tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre pays. Le colonel Boubacar Soumana Garantier, administrateur délégué de la ville de Niamey, a fini par informer les populations sur la décision irréversible des 3 pays de l'AES. Un appel a été lancé aussi au peuple à se départir des messages mensongers, diffamatoires et haineux sur les médias et les autres réseaux sociaux. Des pratiques contraires à nos valeurs traditionnelles et religieuses et qui participent à nous distraire et nous éloigner de nos intérêts vitaux et stratégiques. Actualité hors de nos frontières à présent, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 13 militaires de l'armée congolaise engagés sur des lignes de front contre les rebelles du M23 ont été condamnés à mort. Ils ont été reconnus coupables par le tribunal militaire de Butembo de plusieurs griefs dont la fuite de l'ennemi, alors que l'avancée des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda se poursuit dans le sud du territoire de Lubero. Pendant ce temps, au Zimbabwe, la peine de mort est désormais abolie. Le président Emerson Mnangagwa a promulgué une loi historique interdisant cette sanction pour tous les crimes avec effet immédiat. Cet élan abolitionniste était attendu depuis longtemps. Le Zimbabwe n'avait plus procédé à des exécutions depuis 2005 grâce à un moratoire sur la peine de mort. Certes, les tribunaux continuaient de prononcer cette sentence pour des crimes comme le meurtre, la trahison ou le terrorisme, mais en 2022, entre 0 ou 3 exécutions seulement auraient été réalisées selon Amnesty International. L'organisation salue aujourd'hui un grand pas en avant pour le Zimbabwe, tout en appelant à aller plus loin car une clause permet encore d'appliquer la peine capitale en cas d'état d'urgence. En Corée du Sud, le mandat d'arrêt du président pourrait être exécuté aujourd'hui. Le chef de l'État est suspendu de ses fonctions, mais toujours officiellement en poste. C'est le premier président en exercice de l'histoire de la Corée à être visé par un mandat d'arrêt. Celui-ci pourrait être mis à exécution à tout moment. Yoon Suk-yeol est accusé de rébellion et d'autres abus de pouvoir pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale sur le territoire le 3 décembre dernier. Il devait être interrogé, mais il ne s'est pas présenté aux multiples convocations des enquêteurs. Nous sommes en plein pied dans la page des sports. 2024 à peine terminé. Focus sur 2025 et ses rendez-vous sportifs.
L'année qui vient sera elle aussi riche en compétitions qui tiendront bien sûr en haleine le monde du sport. En football, championnat national de Ligue 1 professionnel, la 5e journée se poursuivra aujourd'hui avec plusieurs rencontres. Ces affiches initialement prévues hier se joueront finalement ce jeudi. On voit tout cela avec Isaac Chenou. On commence par le football sur le plan national. Le championnat national de Ligue 1 professionnelle, les rencontres de la 5e journée initialement prévues hier se joueront finalement aujourd'hui au stade Salif Keita de Kati. Les histoires du Mandé défieront les 11 cratères de Nyarela. Au stade Moro Konaté, la S-Police affronte l'US Bougouni à 16h et à 18h, Afrique Football Elite sera en face de l'US Bougouba. Le Djoliba jouera contre Binga FC à une date ultérieure. C'est la raison du déplacement de Djoliba en Angola pour croiser dimanche Sagrada Esperança à la faveur de la 4e journée de poule de la Ligue des champions des clubs. Déjà mardi en ouverture au stade Moro Konaté, l'USFAS a été dominé par le Salman de Bamako 2-0. Puis la SRL de Bamako et l'FC Diarra se sont séparés sur le score de 3 buts partout. Au stade Salif Keita de Kati, l'ASCO a battu l'AS Bakarian par 1-0. L'année sportive sera riche en couleurs. Elle débutera par la Coupe du monde de handball 2025. Elle aura lieu du 14 janvier au 2 février au Danemark, en Croatie et en Norvège. 5 pays africains sont en lice pour ce bel événement du sport. On aura en effet l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert, la Tunisie et la Guinée. Le 27 janvier à Rabat, au Maroc, on aura le tirage au sort de la CAN 2025 qui se déroulera en fin d'année. On pourra donc, dès le début de l'année, se préparer aux différents chocs en perspective. Du 1er au 28 février 2025, ce sera au tour du championnat d'Afrique des Nations CHAN de tenir en haleine les amoureux du sport et surtout du football. Cette compétition dédiée aux joueurs locaux se déroulera donc en Afrique de l'Est avec une organisation tricéphale, Kenya, Ouganda, Tanzanie. On connaîtra donc le successeur du Sénégal tenant du titre, et bien le Mali sera absent. Balle au panier, l'édition 2025 de la Basket African League BAL débutera le 5 avril pour prendre fin en juin. Pour cette 5e édition, la conférence Al-Ahari qui va donc donner le coup d'envoi de la BAL 2025 aura lieu du 5 au 13 avril à Rabat au Maroc. Et ensuite, on aura la conférence au Sahara du 26 avril au 4 mai à Dakar au Sénégal. Kigali Arena au Rwanda sera l'hôte donc de la conférence du Nil du 17 au 25 mai. Enfin, la phase finale 8 aura donc lieu en Afrique du Sud du 6 au 14 juin 2025. Un peu plus tard, du 25 juillet au 3 août 2025, l'Afro-Basket féminin sera au rendez-vous, attendu des Furies de la balle orange. La Côte d'Ivoire sera le pays hôte. Les Furies du football auront une nouvelle compétition cette année avec le nouveau format du mondial des clubs, décrié depuis l'annonce de sa création par la FIFA et de son format à 32 équipes. Cette première édition sera donc un test grandeur nature, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les fans qui décrivent le fait d'avoir trop de compétitions à regarder. Elle se tiendra du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis avec la présence de 4 clubs africains, El Ali, Espérance de Tunis, Babylone Central d'Afrique du Sud et Wydad de Casablanca. Le football sera donc le fil rouge de cette année 2025. On aura ainsi la CAN féminine du 5 au 26 juillet au Maroc. Encore cette année, on connaîtra enfin l'épilogue des qualifications pour le Mondial 2026. Cette compétition élargie à 48 équipes aura 9 représentants africains qualifiés directement au lieu de 5, avec un 10e qui pourrait prendre la part à la fête avec les barrages. Mais avant, en septembre précisément, du 13 au 21, les championnats du monde d'athlétisme se déroulant au Japon. L'occasion de voir de grands champions en œuvre. Pour clôturer l'année de sport en 2025, le monde du football sera braqué sur le Maroc. Le Ram chérifien recevra la prochaine CAN qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 2025 sera donc une année rythmée sur le plan des compétitions. Exactement. Nous restons avec vous, Isaac Chenou, pour nous donner quelques leçons de sport. La leçon de sport qui porte sur le dribble en basketball. Un dribble est une action de jeu qui consiste pour un joueur à se déplacer sur le terrain avec le ballon tout en évitant que les joueurs adverses ne s'en emparent. On suit. Le dribble est un fait de jeu important en basketball. Le dribble commence quand un joueur qui contrôle un ballon vivant le projette vers le sol et le récupère avant qu'il ne touche un autre joueur. Le basketball ne peut pas se pratiquer sans le dribble. Alpha Barrio Jackson, instructeur FIBA. On ne peut pas jouer au basket sans dribbler. On dribble pour éliminer l'adversaire. On dribble pour faire la passe. On dribble pour tirer. Donc, le dribble nous amène à dire que dans cette action, on peut avoir 3 choses, comme d'après les entraîneurs. Triple menace. En dribblant, on dribble, on fait la passe, on tire. Donc, la base, ou si vous voulez, le soupassement même,
c'est le dribble. Le dribble a un début et une fin. Si le joueur touche simultanément le ballon des deux mains ou il laisse reposer le ballon dans l'une des deux mains, il n'y a pas de dribble. Il dribble, volontairement, il met fin à son dribble. Il a deux possibilités. Il tire ou il fait la passe. Maintenant, il ne peut plus reprendre ce ballon pour dribbler. L'arbitre va siffler qu'il y a reprise. Au basketball, il n'y a pas de limite de hauteur du ballon pendant le dribble, même si cette action n'est pas recommandée. Dans le dribble, il y a possibilité de violation. Alpha Barrio Jackson. La balle portée, on a tendance maintenant, le jeu rapide, on a tendance à ne pas siffler. Je ne dis pas qu'on ne siffle pas, mais il faut que ça soit exagérément fait. Quand vous prenez le ballon dans la pomme, la faites monter, pomme ouverte, après vous la ramenez au sol, pomme fermée, et à portée du ballon. Il existe diverses manières de dribbler avec un ballon de basketball. Chronique judiciaire. Les rapports des structures de contrôle de répression régulière publiés en témoignent que l'État est résolument engagé à lutter contre l'enrichissement illicite. Malgré les engagements et les dispositions mises en place, on enregistre encore des milliards d'irrégularités financières. Cet état de fait montre à suffisance que le phénomène de la corruption, la délinquance financière reste d'actualité. La lutte contre la corruption est-elle devenue un mal sans remède? Comment combattre efficacement le phénomène? La réponse dans la chronique judiciaire avec Garibou Perrou. En plus d'affaiblir considérablement les institutions, la corruption engendre de grandes disparités économiques, favorisant la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Elle fragilise à la fois la sécurité, le développement politique, économique et social. À telle enseigne, on voit à peine les remèdes contre la corruption. Dr Moumouni Guindo, président de l'OCLEI. Le déterminant essentiel du comportement frauduleux de l'acte de corruption est l'acquisition de biens. Lorsque la procédure mise en place par l'État va mettre le doigt sur ces biens, les identifier, les saisir, les confisquer, c'est-à-dire les sortir du patrimoine de la personne pour les mettre dans le patrimoine de l'État, on a un effet triple. Premier effet, c'est la démonstration à l'agent qu'il est vain de s'enrichir illicitement, car la situation de fortune illégalement mise en place va se dégonfler et l'intéressé se retrouvera avec la réalité de ces éléments de revenus. Deuxièmement, les biens illicites saisis et confisqués viendront augmenter le patrimoine de l'État, le trésor public, l'intérêt général. Troisième impact, c'est un impact social et sociétal. Les personnes qui ont été témoins directs ou indirects de la montée en état de fortune et de l'inverse chez une personne donnée, alors s'aviseront de ne pas s'adonner à des pratiques similaires pour ne pas, elles aussi, être victimes de cette situation un jour ou l'autre. En fin de compte, il y aura un effet de dissuasion au niveau des citoyens, au niveau des agents de l'État. Il y aura une augmentation de la vertu face aux biens et aux deniers publics et l'amélioration du niveau de refus de la corruption et également de la dénonciation. Pour obtenir les résultats tangibles, il faut placer le curseur très haut en termes d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Il s'agit de mettre en mouvement la machine de guerre contre la corruption et les pratiques assimilées. La corruption est un moyen d'enrichissement illicite. Ce qui fait qu'en luttant contre l'enrichissement illicite, ipso facto, vous luttez contre la corruption. Parce que la corruption est le lit et le nid de l'enrichissement illicite. Nous avons à notre disposition la police judiciaire classique, les structures de contrôle, l'agence de gestion des avoirs saisis et confisqués, le pôle national économique et financier pour éradiquer la corruption, un fléau qui vole l'avenir des générations. Merci d'avoir été des nôtres pour cette demi-heure d'information. Présentation, c'était Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Soumaïla Diarra, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation de ce journal, Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. La rédaction vous donne rendez-vous à 13h, mais avant, tout de suite, la page météo et ensuite les avis communiqués avec Fousséni Diarra. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée à tous sur les antennes de l'ORTM.